Freud 8.4. Je tâcherai enfin de développer comment pourrait être la lésion qui est la cause des paralysies hystériques. Je ne dis pas que je montrerai comment elle en fait. Il s'agit seulement d'indiquer la ligne de pensée qui peut conduire à une conception qui ne contredit pas aux propriétés de la paralysie hystérique, qu'elle diffère de la paralysie organique cérébrale. Je prendrai le mot lésion fonctionnelle ou dynamique en son sens propre, altération de fonction ou de dynamisme, altération d'une propriété fonctionnelle. Une telle altération serait par exemple une diminution de l'excitabilité ou d'une qualité physiologique qui dans l'état normal reste constante ou varie dans des limites déterminées. Mais, dira-t-on, l'altération fonctionnelle n'est pas autre chose, elle n'est qu'un autre côté de l'altération organique. Supposons que le tissu nerveux soit dans un état d'anémie passagère, son excitabilité sera diminuée par cette circonstance. Il n'est pas possible d'éviter d'envisager les lésions organiques par ce moyen. J'essaierai de montrer qu'il peut y avoir altération fonctionnelle, sans lésion organique concomitante, sans lésion grossière palpable du moins, même au moyen de l'analyse la plus délicate. En d'autres termes, je donnerai un exemple approprié d'une altération de fonction primitive. Je ne demande pour cela que la permission de passer sur le terrain de la psychologie qu'on ne saurait éviter quand on traite de l'hystérie. Je dis avec M. Janet que c'est la conception banale, populaire et du corps en général qui est en jeu dans les paralysies hystériques comme dans les anesthésies, etc. Cette conception n'est pas fondée sur une connaissance approfondie de l'anatomie nerveuse, mais sur nos perceptions tactiles et surtout visuelles. Si elle détermine les caractères de la paralysie hystérique, celle-là doit bien se montrer ignorante et indépendante de toute notion de l'anatomie du système nerveux. La lésion de la paralysie hystérique sera donc une altération de la conception, de l'idée de bras, par exemple. Mais de quelle sorte est cette altération pour produire la paralysie? Considérée psychologiquement, la paralysie du bras consiste dans le fait que la conception du bras ne peut pas entrer en association avec les autres idées qui constituent le moi dont le corps de l'individu forme une partie importante. La lésion serait donc l'abolition de l'accessibilité associative de la conception du bras. Le bras se comporte comme s'il n'existait pas pour le jeu des associations. Assurément, si les conditions matérielles qui correspondent à la conception du bras se trouvent profondément altérées, cette conception sera perdue aussi. Mais j'ai montré qu'elle peut être inaccessible sans qu'elle soit détruite et sans que son substratum matériel, le tissu nerveux de la région correspondante de l'écorce, soit endommagé. Je commencerai par des exemples tirés de la vie sociale. On raconte l'histoire comique d'un sujet loyal qui ne voulut plus laver sa main parce que son souverain l'avait touché. La relation de cette main avec l'idée du roi sembla si importante à la vie psychique de l'individu qu'il se refuse à faire entrer cette main en d'autres relations. Nous obéissons à la même impulsion si nous cassons le verre dans lequel nous avons bu à la santé de jeunes mariés, les anciennes tribus sauvages brûlant le cheval, les armes et même les femmes du chef mort avec son cadavre, obéissant à cette idée que nul ne devait plus les toucher après lui. Le motif de toutes ces actions est bien clair. La valeur affective que nous attribuons à la première association d'un objet répugne à le faire entrer en association nouvelle avec un autre objet et par suite rend l'idée de cet objet inaccessible à l'association. Ce n'est pas une simple comparaison, c'est presque la chose identique. Si nous passons dans le domaine de la psychologie des conceptions, si la conception du bras se trouve engagée dans une association d'une grande valeur affective, elle sera inaccessible au jeu libre des autres associations. Le bras sera paralysé en proportion de la persistance de cette valeur affective ou de sa diminution par des moyens psychiques appropriés. C'est la solution du problème que nous avons posé, car dans tous les cas de paralysie hystérique, on trouve que l'organe paralysé ou la fonction abolie est engagé dans une association subconsciente qui est munie d'une grandeur valeur affective, et l'on peut montrer que
que le bras devient libre aussitôt que cette valeur affective est effacée. Alors la conception du bras existe dans le substratum matériel, mais elle n'est pas accessible aux associations et impulsions conscientes parce que toute son affinité associative, pour ainsi dire, est saturée dans une association subconsciente avec le souvenir de l'événement, du trauma, qui a produit cette paralysie. C'est Martin Charcot qui nous a enseigné le premier qu'il faut s'adresser à la psychologie pour l'explication de la névrose hystérique. Nous avons suivi son exemple, Breuer et moi, dans un mémoire préliminaire, Über den psychischen Mechanismus hysterischer Phänomene, Neurologie, Centralblatt, numéro 1 ou 2, 1893. Nous démontrons dans ce mémoire que les symptômes permanents de l'histoire, dite non traumatique, s'expliquent à part les stigmates par le même mécanisme que Charcot a reconnu dans les paralysies traumatiques. Mais nous donnons aussi la raison pour laquelle ces symptômes persistent et peuvent être guéris par un procédé spécial de psychothérapie hypnotique. Chaque événement, chaque impression psychique est munie d'une certaine valeur affective, Affektbeitrag, dont le moi se délivre ou par la voie de réactions motrices ou par un travail psychique associatif. Si l'individu ne peut ou ne veut s'acquitter du surcroît, le souvenir de cette impression acquiert l'importance d'un trauma et devient la cause de symptômes permanents d'hystérie. L'impossibilité de l'élimination s'impose quand l'impression reste dans le subconscient. Nous avons appelé cette théorie das Abreagieren der Reissuache. En résumé, je pense qu'il est bien en accord avec notre vue générale sur l'hystérie, telle que nous l'avons pu former d'après l'enseignement de Martin Charcot, que la lésion dans les paralysies hystériques ne consiste pas en autre chose que dans l'inaccessibilité de la conception de l'organe ou de la fonction pour les associations du moi conscient, que cette altération purement fonctionnelle avec intégrité de la conception même est causée par la fixation de cette conception dans une association subconsciente avec le souvenir du trauma, et que cette conception ne devient pas libre et accessible tant que la valeur affective du trauma psychique n'a pas été éliminée par la réaction motrice adéquate ou par le travail psychique conscient. Mais même si ce mécanisme n'a pas lieu, s'il faut pour la paralysie hystérique toujours une idée autosuggestive, directe, comme dans les cas de traumatiques de Martin Charcot, nous avons réussi à montrer de quelle nature la lésion, ou plutôt l'altération dans la paralysie hystérique devrait être, pour expliquer ces différences avec la paralysie organique cérébrale.